Nouvelle semaine, un nouveau défi et surtout un nouveau numéro de votre émission Moment de Cannes. On va décortiquer l'actualité de ce dimanche, mais également on va se projeter dans les matchs d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, nous avons Martial Taou qui est journaliste sportif. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Oh, merci à vous. Il est toujours fidèle au poste John Fitzgerald. Alors comment ça va? Bonjour Gaël, bonjour Martial. Alors comment on a vécu, John, comment on a vécu la journée d'hier? La journée d'hier avait beaucoup de rebondissements, il y avait quand même beaucoup de choses qui se sont passées sur le terrain, notamment avec le match Guinée équatoriale, 6 national des Guinée, un carton rouge, expulsion de Federico Bicoro, et ensuite il y a eu le pénalty d'Emilio Nsoué. On croyait la Guinée équatoriale pouvoir battre cette fois-ci le 6 national. Mais ça n'a pas été. À la surprise générale, Emilio Nsoué a raté le penalty, ce qui était quasiment inespéré pour le Sidi national. Et finalement, ils gagnent leur match en fin de partie grâce à Mohamed Bayo. 1-0. D'accord. Justement, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, le Sidi national, c'était un match en tout cas ascenseur émotionnel. Le Sidi national a mis les ingrédients, ils se sont donné les moyens. Déjà pendant la mi-temps, selon les dispositions, selon ce que le coach Kaba Diawara a demandé à ses poulains, c'était d'abord d'observer ces Équato-Guinéens et ensuite procéder par des comptes ou les piquer par des phases de compte aussi. Donc je pense que minutieusement, petit à petit, il a réussi naturellement à endommager cette équipe et il a porté les stockades. Avec Mohamed Bayo. En deuxième heure, on avait Égypte-RDC. C'est soldé également par un match nul. Et finalement, ils sont allés au tir au but. Victoire des Congolais, 8 buts à 7. Donc 8 tirs au but à 7, autant pour moi. Mais revenons d'abord sur la Guinée équatoriale face aussi nationale. Concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Équato-Guinéens qui pourtant venaient avec beaucoup de confiance avec leur entraîneur, Juan Micha, qui a dit qu'ils sont là pour battre les meilleures équipes du continent? D'accord, comme je vous disais tout de suite, d'abord, déjà, il faut dire que l'équipe de la Guinée-Conakry jouait déjà dans un bloc bas, où ils mettaient mal à l'aise déjà les Équato-Guinéens, naturellement, qui aiment un football un peu fluide. Parce que quand on voit comme des joueurs Emilio Soué qui ont été formés en Espagne, ce sont des expatriés. Donc c'est dans ce football champagne qu'ils se retrouvent. Bon, naturellement, vous savez d'abord, la CAN, elle est difficile déjà. Et lorsque pour une équipe qui arrive déjà, si les lignes sont serrées, s'il y a un bon bloc défensif, surtout quand il y a la tactique déjà, ils ont pris à la gorge ces Équato-Guinéens là déjà. Et comme je vous ai dit, lorsqu'ils les ont pris à la gorge déjà, ils ont eu le temps d'asseoir leur jeu maintenant, jusqu'à épuiser cette équipe équato-guinéenne. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que c'est une surprise quand on regarde la dernière prestation de la Guinée équatoriale avec ses 4-0 contre le pays hôte? C'était un signal fort donné aux autres équipes de la compétition. Une Guinée équatoriale qui se fait battre quasiment à la fin de la rencontre. Est-ce que, au-delà des choix tactiques prises par les différents coachs, notamment le coach du Sili national, est-ce que cette victoire du Sili national est une surprise? Cette victoire n'est pas une surprise. Parce que depuis, comme déjà, pour celui qui connaît le football guinéen, depuis l'arrivée de Kaba a travaillé déjà avec Patrice, il était déjà l'agent du coach qui était là, il a travaillé, donc il connaît déjà le groupe. Donc il y a un travail minutieux qui s'est mis déjà. Et lorsque Kaba est arrivé déjà, quand il est arrivé déjà, fallait déjà remettre un autre discours en place. Déjà, quand vous voyez des ténors comme Naby Keïta qui ne commencent pas le match, ça veut dire qu'il est dans une nouvelle philosophie. Il faut mettre les hommes du moment, il ne faut pas s'appuyer sur du nom. Donc je pense que le coach déjà dans le vestiaire, il s'est forgé un caractère, son discours est passé et je pense que ça a donné les résultats qu'il faut. Et quel a pu être ce discours-là qu'il a tenu aux joueurs pour pouvoir se surpasser, surtout quand on sait quand même que les Équato-Guinéens, vous l'avez dit, tactiquement étaient bien au point? D'accord. Le discours déjà, il faut dire que dans ces compétitions-là, ça fait déjà belle lurette, la Guinée n'a pas été régulière. Et donc, c'est un moment historique pour le pays quand il gagne ça déjà. Donc, il a fait déjà rêver ses gamins. Il a dit déjà, vu avec tous les problèmes que le pays a connu là, vraiment, le pays compte sur vous. Donc, il fallait se surpasser. C'est un challenge. Donc, il avait besoin de ces hommes pour aller au combat. Et il a rêvé, ces hommes ont cru et ils ont pu atteindre cet objectif. D'accord. Et quand on regarde comment la Guinée équatoriale s'est comportée depuis le début de la compétition, est-ce que c'est une déception, cette défaite? Oh, je pense que pour la Guinée équatoriale, je pense que même ça devait être une victoire. Parce que bien avant le début de cette compétition, ces équipes de petites zones là, pour moi, excuse-moi, je l'appelle ces équipes de petites zones, n'étaient pas attendues à ce niveau de la compétition.
Donc pour eux déjà arriver à ce niveau de la compétition. Ils sont quand même réguliers en quart de Ouais, finale. ils sont réguliers, mais ce n'est pas des équipes qui passent généralement le premier et le deuxième tour. Voilà, à part peut-être la CAN où ils ont organisé chez eux. Donc déjà pour une équipe... Même la CAN au Cameroun. Oui, même la CAN au Cameroun. Ils sont arrivés quand même en quart de finale. Ça vous dit c'est depuis plus de 2, 5 à 6 saisons déjà, c'est un football qui se développe déjà. Donc je pense que pour moi, à ce stade de cette compétition-là, déjà, le coach Juan Mika doit dire félicitations à ses gamins déjà. D'accord. Donc Même s'il faut dire aussi que lorsqu'on arrive déjà en phase de poule directe comme ça, c'est une autre compétition qui commence. Bien sûr. Et c'est les équipes qui ont une fraîcheur physique, qui ont une bonne maturité tactique qui vont faire la différence. Le tournant du match, est-ce que ça a été le penalty raté par Emilio Nsoué? Je pense que le tournant du match, lorsqu'il loupe ce penalty en tant que leader technique, je pense que moralement, ses chaussettes plombent dans ses paires de mags. Je pense qu'il ne s'est pas véritablement remis de ça. Et je pense que ça a été le tournant du match. Est-ce que finalement, cette grosse victoire contre la Côte d'Ivoire n'a pas été un piège parce que ça fait en sorte que d'autres équipes regardent désormais la Guinée équatoriale d'un autre œil et donc forcément mettre en place de nouvelles tactiques pour essayer de contrecarrer cette équipe de Guinée équatoriale? Je pense que pour des compétiteurs, déjà, il faut s'attendre à tout. Mais c'est ce que je vous dis. Il y a ce qu'on appelle les matchs de poule. Quand vous prenez l'Argentine en Coupe du Monde, elle commande difficilement la compétition. Mais lorsqu'elle passe le cap des huitièmes de finale, c'est un autre Argentine. Il y a des équipes qui commencent difficilement la compétition. Mais lorsqu'elles arrivent le cap des huitièmes de finale, c'est un autre match. C'est des matchs à élimination directe qui n'ont rien à voir avec des matchs de poule où même si je perds un match, j'aurai le temps de me rattacher. C'est des matchs de poule, c'est des matchs d'élimination directe. Il faut des compétiteurs. Il faut avoir le mental. D'accord, donc on va s'attaquer à cet autre match qui s'est déroulé hier, John, ce match Égypte-RDC. Égypte-RDC, donc les Pharaons contre les Léopards. Malheureusement, les Pharaons n'ont pas pu passer cette étape des Léopards de la RDC, puisque on sait que Meshak Elia a ouvert le score à la 37e minute et que finalement, Mostafa Mohamed a égalisé en première période sur un penalty. Mohamed Hamdi Sharaf a été expulsé à la 97e minute, quasiment temps additionnel. Mais finalement, la séance est allée, ils sont allés jusqu'au tir au but et c'est là que la RDC triomphe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la RDC est une équipe à craindre quand on regarde quand même que sur le papier, elle arrive quand même, enfin pas sur le papier, mais sur le terrain, elle arrive à se débarrasser de certaines nations aujourd'hui? D'abord, d'accord. Au-delà même d'une équipe à craindre sur le papier, il faut dire que la RDC a toujours produit de très bons footballeurs sur le continent. Et voir le vivier de talents que cette équipe avait et aux compétitions internationales, à la CAN, lorsqu'ils passaient par le premier tour, ça faisait mal au cœur. Quand vous prenez les prestations de ces clubs, comme le tout-puissant Mazembe, comme le V-Club, pendant des années qui ont régné sur le continent, et qu'en Coupe d'Afrique, ça ne passe pas, il y a problème. Et je pense que ça tombe à pic aujourd'hui, c'est le retour d'un géant endormi. C'est le retour d'un géant endormi. D'accord, et avant de revenir justement, John, sur ce match, on va filer écouter le coach du Sili National et du Zalan. Ça représente beaucoup parce qu'on savait le caractère historique que ce match devait avoir. On savait qu'en gagnant, c'était la première fois depuis 1976 que la Guinée n'avait pas gagné de match direct. Donc on l'a fait. On s'était promis ça avec les garçons parce que ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Et donc on avait dit que si on devait faire ça, il fallait que ce soit ici. Parce qu'on s'était fait prendre il y a 2 ans. Et là, donc, on avait à cœur de réussir. Et on l'a fait, même si la manière n'est pas belle, même si c'est à la dernière minute. On s'en fiche, en fait. Je l'avais dit, il ne faut pas le jouer, il faut le gagner. L'autre équipe savait que si elle attaquait, elle aurait un problème. Puis elle s'est enfermée à l'arrière et nous attendait parce que nous avons essayé par tous les moyens de pouvoir les surprendre. L'équipe de Guinée a bien fait, elle a très bien planifié le jeu. En fait, elle n'a pas attaqué parce que nous savions où nous pouvions blesser l'adversaire. Mais avec un joueur expulsé, l'autre équipe nous a conditionnés
et nous n'avons pas joué comme nous voulions car il y avait une infériorité numérique. Voilà, nous venons d'écouter ensemble les réactions des coachs des deux Guinées, mais nous on va revenir sur ce match Égypte-RDC. Est-ce que finalement l'Égypte n'y arrive plus au niveau continental? Oui, l'Égypte n'y arrive plus aujourd'hui à cause de la mauvaise santé des prestations de ses clubs, comme le Al Ahly, depuis un certain moment qui tâtonne un peu en Coupe d'Afrique, comme le Zamalek qui tâtonne un peu. Or, quand vous prenez, même depuis la période d'Hassan Chiata, lorsque le Al Ahly, lorsque le championnat égyptien marchait comme sur des chapeaux de roue, le championnat, naturellement, ça réjaillissait sur la sélection nationale. C'est pourquoi vous avez, pendant cette période, ils nous ont aligné 3 titres continentaux. Aujourd'hui, dans le championnat, ça piétine un peu. Là, déjà, ils ont commencé à recruter certains entraîneurs expatriés comme Français. Donc, il y a une autre philosophie déjà qui s'installe déjà. Donc, au niveau déjà de ces clubs, ça peine un peu. Donc, c'est un football qui est en reconstruction. Je pense que les Pharaons reviendront plus fort. Est-ce qu'on peut pas dire que le sélectionneur a joué, Rui Vitória, bien sûr, le sélectionneur de l'Égypte, n'a pas su tactiquement bloquer cette formation de la RDC? Oh, je pense que dans ce match-là, c'était un match à rebondissement. La RDC a commencé. À un moment donné, l'Égypte a mis le pied sur le ballon. Et lorsqu'ils décidaient de mettre le pied sur le ballon, vous avez vu sur des phases de jeu, ils allaient même scorer. Ouais, je pense que le coach était dans son élément. Mais comme vous savez, les tirs au but, souvent, c'est des facteurs. Mais qu'est-ce qui a manqué sur le plan du jeu pour que l'Égypte triomphe face à la RDC? Ce qui a manqué sur le plan du jeu, comme je t'ai dit, c'était vraiment un match équilibré. Parce que c'est-à-dire qu'il y a eu des temps forts où la RDC a fait sa part. Il y a aussi des moments aussi où l'Égypte aussi pouvait porter le stockade. Mais naturellement, ils n'ont pas pu scorer. Naturellement, quand vous voyez un moment avec l'entrée de l'autre qui entre et puis ça crée des brèches. Ils ont mis le pied sur le ballon, des joueurs comme Atia, un joueur qui est doté vraiment d'une bonne qualité technique, Trezeguet, Mostafa, en tout cas c'est bon. Mais je pense qu'à un moment dans cette équipe, il a manqué ce leader technique là, un moment pour les tirer vers l'avant. Mohamed Salah. Voilà, ça a manqué un peu. Ça a manqué pour ce leader technique là, qui était capable d'apporter cette saveur offensive là, pour faire des différences. Parce que le bloc équipe, quand même, ils avaient le bloc équipe. Ça défendait bas, bloc bas, ça jouait bloc bas, bloc médian, ça défendait dans les 16 mètres. Voilà. Mais je pense qu'à un moment, cette touche technique là, ça a manqué. Sinon, au niveau de la cohésion du jeu, au niveau des fluidités de passe, ça se trouvait quand même, ça se retrouvait. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que la RDC, qui n'a gagné aucun match quasiment, arrive en quart de finale? Est-ce que c'est une faute de guerre aujourd'hui? Chez nous, en Côte d'Ivoire, les gens disent comme ça souvent. En fait, c'est comme des cabris morts. On dit le cabri mort n'a pas peur de couteau. Et généralement, ces gens d'équipe qui sortent de ces situations difficiles-là, elles ont déjà tout vu. Le stress, les moqueries même souvent. Donc, quand elles sortent de ces phases-là, elles sont dangereuses. Comme je dis, nous rentrons dans un autre type de compétition. Et cette compétition-là, on va demander maintenant qui est préparé physiquement, qui a la fraîcheur physique, qui a le mental, qui est capable d'aller chercher une victoire à l'arracher. Et ça, pour avoir ça, il faut avoir des hommes de devoir. Et tel que je regarde le coach, quand tu regardes le banc de touche congolais, tu sens qu'il y a de la fraternité, il y a de l'amitié. Et il y a une équipe, quand ces ingrédients sont réunis, vraiment pour battre cette équipe, c'est difficile. D'accord, on retient que le prochain quart de finale, c'est justement RDC, Guinée, Conakry. Messieurs, on va aller regarder également comment les gens ont vécu ces différentes rencontres dans les fan zones. La CAN, c'est aussi savoir se surpasser pour les autres équipes. Et dans les fan zones, on s'est dépêché de soutenir la RDC opposée à l'Égypte. Peut-être pas pleine, mais elles ont reçu des supporters prêts à en découdre avec les Pharaons. Au coup de sifflet final, après la longue série de tirs au but, les fans ont jubilé. J'ai vu que le match avait la peur au ventre. Déjà, j'étais très content quand on a marqué le premier but, mais très déçu à cause du penalty. Mais après, le match s'est très bien passé. Le Congo s'est très bien défendu jusqu'à la fin, jusqu'au tir au but qui a été très palpitant. Et j'ai été très content
lorsque notre gardien Vassi a marqué le but qui nous a qualifiés. Je suis béninois, mais je supporte l'Afrique noire. Donc j'étais derrière le Congo. Je suis très content que le Congo soit passé. Demain, je ne suis pas raciste du tout, mais je suis quand même derrière l'Afrique noire. Je suis très heureux. Ils ont bien joué, puis ils ont gagné l'Égypte. Je suis fan. Merci. Après Égypte et RDC, les fan zones s'apprêtent à refuser du monde avec à l'affiche Sénégal-Côte d'Ivoire. Hâte de la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Sénégal. Très très hâte. Très hâte. Mais il faut préciser que moi je supporte le Sénégal. C'est les Congolais. Mais mon frère supporte le Sénégal. C'est les Congolais après tout le monde. Après les Congolais. C'est les Congolais. Là, tout à l'heure, c'était Congolais après. C'est Congolais. Ouais, je suis filmé. Ok, d'accord. Alors, victoire pour le Congo. Nous sommes très contents. Victoire pour la Côte d'Ivoire. Voilà, nous venons de regarder ensemble l'ambiance, si on peut le dire ça comme ça, dans les différents espaces aménagés pour la circonstance qui permet aux Ivoiriens et aux autres peuples ici en Côte d'Ivoire de regarder ces différents matchs. John, peut-être revenir sur cette ambiance, vous qui étiez sur le terrain. Voilà, donc pour dire que les fan zones n'étaient peut-être pas garnies en termes de monde et de nombre, mais on se rendait quand même compte que le peu de supporters qu'il y avait là n'avait Dieu que pour la RDC. Est-ce que ça peut se comprendre? Oh, d'abord, déjà, il faut comprendre qu'il y a une forte colonie congolaise ici déjà. Voilà. Donc, quand vous comparez déjà par rapport aux autres déjà, donc c'est normal déjà. Et comme je vous ai dit, les équipes, c'est-à-dire quoi? La régularité des équipes comme le TP Mazembe, qui tournent beaucoup ici, ils ont fait beaucoup de fans ici. Voilà. Donc, vous voyez des joueurs comme Elia Meshak qui ont déjà titillé nos terrains, qui sont des joueurs déjà très connus déjà ici. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Bon, avant de nous plonger dans les rencontres de ce jour, John, on va voir avec vous ce que dit la presse. Footafrica.com qui titre le Sénégal, Côte d'Ivoire. Le verdict est tombé pour Sébastien Haller. Le canonnier du Borussia Dortmund fera ainsi son comeback officiel lors de ce match très attendu. Touché par une blessure, Haller n'a pas encore foulé les terrains de jeu avec les éléphants. Selon les dernières informations des médias locaux ivoiriens, il pourrait être aligné en tant que titulaire face aux champions d'Afrique en titre. Toujours dans la CAN, en ce qui concerne CNews.com, mauvaise nouvelle pour le Sénégal avant son choc face à la Côte d'Ivoire, puisque dans le cadre de son match face aux éléphants, le pays organisateur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal pourrait être contraint de jouer sans l'un de ses cadres, en l'occurrence Pape Gueye. Au Maroc aussi, d'autres forfaits. Bouffal rejoint Ziyech à l'infirmerie contre l'Afrique du Sud. Titre afriquefoot.com. Donc mardi, demain, le Maroc affronte l'Afrique du Sud pour le quart des huitièmes de finale. Et sauf rebondissement, ce sera non seulement sans Hakim Ziyech, mais aussi sans Sofiane Bouffal. Et pour finir avec footmercato.com qui titre « La Côte d'Ivoire promet l'enfer au Sénégal ». Miraculeux de cette phase de poule, la Côte d'Ivoire devrait se réveiller pour espérer sortir le Sénégal en huitième de finale. En conférence de presse, le nouveau coach ivoirien, Emers Faye, a prévenu son groupe et le Sénégal. Il a dit une nouvelle compétition débute. Voilà ce que dit la presse pour cette Coupe d'Afrique des Nations en ce qui concerne les huitièmes de finale. Vous venez de suivre avec nous la revue de presse. On note des absences quand même importantes dans l'équipe du Sénégal, mais aussi cette promesse de l'entraîneur ivoirien qui promet l'enfer au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Oh, Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est un derby ouest-africain. Comme vous l'avez dit déjà, il y a des absences qui sont notées au niveau du Sénégal. Mais comme je vous ai dit, avec l'équipe du Sénégal, c'est comme un peu le Manchester City de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique même. Parce qu'ils ont des grands noms aujourd'hui qui évoluent dans des grands clubs. Donc, ils peuvent même se passer de Pape Gueye, puisqu'ils ont des garçons comme Lamine Camara, qui a été révélé lors du CHAN passé, qui a évolué à Génération Foot. Il est passé à Metz. De Metz, aujourd'hui, il a été convoqué avec l'équipe A. Vous avez des joueurs comme Pape Matsassa, vous avez des joueurs comme Cheikhou Kouyaté, vous avez même le vétéran Idrissa Gana Gueye qui est là. Donc c'est la richesse d'un banc de touche. Donc je pense qu'il ne devait même pas souffrir de ça. Et comme je dis, c'est la déclaration du coach déjà, bon, je vous le répète encore, l'équipe de Côte d'Ivoire présentement est dans une position qui a le dos au mur. Et naturellement, elle doit sortir de grand jeu. Elle doit se racheter vis-à-vis de son public. Comme je le dis toujours, avec le banc de touche dont bénéficie la Côte d'Ivoire, nous pouvons jouer dans n'importe quel système. Il faut mettre les hommes à leur poste, il faut mettre les garçons, il faut tenir un autre discours. Maintenant, certes, il y a le discours
Mais il faut regarder aussi l'environnement. Est-ce que l'environnement contribue aussi? Parce que quand ils ont commencé avec un autre coach et en cours de compétition qui a rendu le tablier, est-ce que le discours va passer? Est-ce que ceux qui vont être mis vont se reconnaître? Il y a tout ça, il faut voir. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que le coach prenne ses responsabilités. Parce qu'il y a certains qui étaient là, ils étaient abonnés à des postes. Est-ce qu'il aura le courage nécessaire pour dire « Ah, tel, tu ne rentres pas dans mon schéma, il faut t'asseoir ». C'est là aussi qu'on voit le camp des coachs aussi. Donc, ça sera vraiment un match, ça sera un derby. Et vraiment, il faut que les uns et les autres s'accrochent. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire actuellement est dos au mur. Est-ce que le discours que tient Emer Sfaé quand il dit qu'une autre compétition débute va suffire face à une équipe du Sénégal qui ne parle pas beaucoup, qui ne communique pas beaucoup, mais qui est diablement efficace sur le terrain? Oui, d'abord, c'est un discours communicationnel déjà, comme je vous ai dit. C'est une autre compétition qui commence. Nous sommes dans une compétition de phase à élimination directe. Et cette compétition-là, ce type de joueur, il faut regorger des joueurs qui ont faim. Il faut regorger des joueurs qui ont un mental, qui sont capables d'aller chercher des tripes, qui sont capables de se déchirer sur un terrain. Et déjà, pour le faire, ça passe par le discours déjà. Donc, je pense que le coach Faye MS, il est dans son rôle. Il est en train de motiver ses garçons. La Côte d'Ivoire a toujours battu le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions n'ont jamais triomphé, hein. Je dis bien en Coupe d'Afrique des Nations. Jamais le Sénégal n'a battu la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça peut être un élément important psychologique qui pourrait booster le moral des Ivoiriens? Oh, ça peut être un élément psychologique important. Mais à ce stade de la compétition, moi, généralement, en tant que compétiteur, j'évite de me référer au stade et je me concentre sur la réalité du moment. La réalité du moment aujourd'hui, nous avons un Sénégal qui est en forme. Nous avons une Côte d'Ivoire qui reçoit à domicile. Il faut trouver les moyens pour la battre. D'accord. On a également le retour d'Haller dans les rangs. On espère qu'il va débuter le match. Est-ce que ça peut être également un facteur X pour cette équipe de Côte d'Ivoire? Oh, ça peut être un facteur X si c'est un Haller qui retrouve de façon plénipotentielle toutes ses capacités physiques. Mais après avoir manqué 3 matchs, est-ce qu'il est encore dans l'esprit de la compétition? Est-ce qu'il sera capable d'être ce qu'on attend de lui? Donc si moi j'étais le coach, déjà, c'est de ne pas le faire commencer. Et en cours de match, je le fais entrer. D'accord, c'est vrai qu'on s'intéresse particulièrement à cette rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire parce que c'est une finale quand même avant l'heure. Mais avant ce match, il y a 2 autres équipes qui vont également discuter une place en quart de finale. Quel est votre regard sur ce match? Ces 2 équipes, en tout cas, le fait que ces 2 équipes se retrouvent là n'est pas un hasard. Déjà, depuis en Mauritanie, déjà, vous au niveau des coupes africaines, ils ont des clubs qui ont commencé à revenir au plan africain déjà. Donc, il y a un travail qui est en train de s'abattre déjà. Quant au Cap-Vert, déjà, ça fait 2-3 éditions déjà, ils sont présents. Donc, c'est un football qui est en progression. En début de camp, déjà, si vous demandez à un abonné ou bien peut-être à quelqu'un qui a du vécu, qui suit vraiment les compétitions africaines, ils ne vendaient pas cher la peau de ces 2 équipes. Donc le fait même qu'elles se retrouvent là, je pense qu'elles doivent venir d'abord célébrer le football. Et vous donnez qui comme favori, Cap-Vert, Mauritanie? Oh, pour ce qui est de la production du jeu, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui touche les lignes, ça défend dans les 16 mètres. On joue dans les terrains qui produit un jeu qui va à l'avant, c'est le Cap-Vert. On avait quand même un Cap-Vert qui est sorti d'une poule, premier d'une poule, devant le Ghana. Devant le Ghana et l'Égypte également. Est-ce que finalement, cette équipe du Cap-Vert peut s'aimer, j'ai envie de dire, la surprise? Parce que beaucoup annoncent, beaucoup d'analystes pensent et disent que le vainqueur de cette 34e édition va certainement être une équipe qui n'a jamais gagné de CAN. Oh, bien malin pourra le dire. Mais déjà, ce que je peux vous dire déjà, à ce niveau de cette compétition, il n'y a plus de petites équipes. Vous-même l'avez dit, si le Cap-Vert a réussi à mettre en mal le Ghana et a réussi à mettre en mal l'Égypte, ça veut dire que cette équipe-là a les moyens de remporter la Coupe d'Afrique. Maintenant, nous sommes en Coupe d'Afrique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir sur ce cap-là? Mais déjà, l'une de ces 2 équipes-là, que ce soit la Mauritanie comme le Cap-Vert, vont arriver en quart de finale. Maintenant, en quart de finale déjà, est-ce que cette équipe-là, elle a le vécu, elle aura l'espérance, elle pourra surmonter les émotions qui sont autour de ça? Je pense que c'est tout ça. Et en tout cas, il faut avoir la recherche d'un banc de tous, les psychologues, le coach, ça doit parler aux garçons. Mais déjà, pour ce qu'elle produit déjà, qu'elle prenne la coupe, oui ou non, je pense qu'elle a réussi sa canne. Et pour ce qui est du sélectionneur mauritanien Amir Abdou, comment voyez-vous son travail qui a été effectué avec cette sélection mauritanienne? Oh, comme je vous ai dit, Amir Abdou est arrivé, il est installé au pays.
En tout cas, le football a commencé à être organisé là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont emmené des expatriés espagnols qui sont dans la détection, dans la formation. Il y a des structures, des clubs, même partenaires étrangers qui sont allés, qui font des détections, qui font des recrutements. Donc, c'est un football qui est en progression. C'est un football qui est en progression. Où on fait des grandes détections, des nids de poules, où on fait des nids de poules à l'intérieur du pays. On recrute les meilleurs et ils sont mis à la disposition des détenus. Et quand vous voyez ce championnat qui est en bonne santé, ça veut dire aujourd'hui c'est un football qui monte en puissance. Aujourd'hui, ils sont en Ligue des champions africains, les clubs mauritaniens, ils sont en Ligue des... Nouadhibou, le club de Nouadhibou joue la Ligue des champions africaine et ça se comporte bien. Et je pense que c'est un football qui va monter en puissance. C'est un travail qui est en train de se faire de façon structurelle. Il est arrivé, ils sont en train d'organiser le football. Et d'ici peu, vous verrez les résultats. D'accord. Et en 30 secondes, avant de terminer cette émission, qu'est-ce que vous pensez du niveau de la CAN? Le niveau de la CAN, c'est une CAN très relevée. Il y a des petits poussés, comme je le disais dans mes propos, à qui on ne s'attendait pas, qui ont sorti des gros bras sur le continent africain. Ça veut dire que c'est une CAN qui nous réserve des surprises. Et au niveau de l'organisation, en tout cas, il faut tirer le chapeau au Cocan. En tout cas, il y a quand même de l'affluence dans les stades. En tout cas, il y a des sports et les débits sont arrachés. Quand vous prenez des matchs de poule jusqu'au match des huitièmes de finale, c'est des matchs fous, c'est des matchs à émotion. Ça veut dire que le niveau est relevé. Voilà, mais c'est sur ces mots que nous, on va mettre un point final à cette émission. Merci. Martial Taou, je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci d'avoir été sur le plateau de Gaban 24. Merci aussi à vous. Merci également à mon ami fidèle John Fitzgerald Zoué pour les commentaires et les analyses et surtout la revue de presse. Merci Gaël, merci Martial. Merci encore. Voilà, moment de Cannes, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Merci également à l'ensemble de nos techniciens grâce à qui on peut faire tous ces commentaires ici à Abidjan depuis la Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous très prochainement avec peut-être la victoire, sinon la qualification des éléphants. Ciao, ciao.